Madame, Monsieur, chers confrères, chers amis, le docteur Farid Benabouche et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. C'est un webinaire que nous avons conçu avec une très belle collaboration franco-algérienne. C'est un webinaire qui est complètement dédié à l'endométriose et ses actualités en 2020. Avant de continuer, je souhaite remercier les laboratoires Bézin de nous permettre de passer une heure ensemble pour discuter de cette pathologie d'actualité. Et nous avons prévu un programme original, c'est dense, ça va être chargé, donc je vous prie de bien garder votre attention pendant l'heure qui va suivre. Et c'est un programme qui est ancré dans la prise en charge pratique de l'endométriose et l'adénomiose, que comme vous savez, sont des pathologies dont souffrent des millions de femmes actuellement dans le monde. Il va y avoir 3 présentations successives. Tout d'abord, le docteur Jean-Philippe Estrade, qui est chirurgien gynécologue à Marseille, qui vous délivrera les secrets pour vous aider à faire le diagnostic de l'endométriose. Quand y penser, comment faire le diagnostic. Puis on continuera avec le docteur Marcelin, MCUPH à Cochin, qui vous expliquera le problème de l'adénomiose, pathologie fréquemment associée à l'endométriose et qui est une maladie malheureusement fréquemment négligée. Ensuite, le professeur Chaperon, que tout le monde connaît, pour la remarquable énergie avec laquelle il a su créer une véritable école de prise en charge de le monde à Cochin, reconnue actuellement dans le monde entier. Et le professeur Chaperon, il vous exposera une nouvelle façon d'aborder l'endométriose et de la prendre en charge. Nous sommes donc tous les 5 ravis de passer une heure avec vous et vous avez la possibilité de poser des questions à la fin de chaque exposé en utilisant le petit bouton Q&R. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant toute la durée de chaque exposé. Le programme étant bien dense, je vais essayer de ne pas perdre de temps et je donne tout de suite la parole au docteur Farid Benabouche. Merci Pietro. Je suis très honoré aussi de participer à ce webinaire avec des personnalités scientifiques connues et reconnues, notamment mon ami le professeur Jean-Philippe Estrade de Marseille et toute l'équipe du professeur Chaperon et de l'hôpital de Cochin. Donc je remercie aussi les laboratoires Bézin de nous donner l'opportunité de parler des actualités en endométriose. Donc sans plus tarder, il vient de Marseille, en Algérie, tout le monde le connaît, il a participé il a même fait une intervention en live à l'ASCOS l'année passée. Ce n'était pas de l'endométriose, mais la prochaine, ça sera de l'endométriose. Donc, il va nous parler comment faire, il faut y penser, quand y penser et comment faire le diagnostic. Merci Jean-Philippe, à toi la parole. Merci Farid, merci Pietro. Donc avant tout, quelques chiffres que je dois rappeler. D'abord, des chiffres, bien sûr, qui sont difficiles à estimer précisément. Vous savez, 10 à 20% des femmes en âge de progrès peuvent avoir une endométriose. Donc ce n'est pas une maladie de niche, ce n'est pas une maladie rare. C'est une maladie qui doit être enseignée. Qu'un quart des femmes qui consultent pour infertilité peuvent avoir de l'endométriose, que globalement, on estime à 80% des femmes pouvant avoir des douleurs durant les règles, voire 30 à 80% avoir des douleurs d'algie pelvienne, et donc ça peut vraiment déboucher sur l'endométriose. Il faut également tout de suite parler du pronostic, même si mes mots s'arrêteront là concernant le pronostic, mais globalement, lorsqu'on diagnostique une endométriose, on sait que dans 80% des cas, elle sera précoce chez les femmes en âge de procréer, et que finalement, les stades complexes sont extrêmement rares et concernent seulement 20% des endométrioses. Donc, le délai moyen du diagnostic reste aujourd'hui de 6 à 12 ans et le nombre de médecins consultés pour avoir un diagnostic est de 5. Alors, on connaît tous les signes de l'endométriose, je vais les rappeler, mais la question que je pose aujourd'hui, avant de résoudre un problème, quelle est la solution? Pourquoi encore tant de recul? Pourquoi tant de médecins à consulter? D'abord, parce que le contexte du cycle menstruel entraîne une confusion. Bien souvent, les femmes, durant leur cycle menstruel, ont des douleurs, de l'hémorragie et d'autres signes
qui sont des facteurs confondants avec l'endométriose, et que ce cycle menstruel pathologique implique dans les sphères de la santé, de la fertilité au niveau socio-professionnel et aussi au niveau de l'affectivité. Et également, ce motif de consultation rémanent peut de temps en temps cacher le vrai problème, et c'est au médecin d'avoir cette petite idée en tête, de rechercher les signes qui soient plus fins, ou alors d'interroger les patients de façon plus précise sur leur cycle menstruel et sur leur qualité de vie. Ensuite, c'est l'équipe qui nous domicilie aujourd'hui, l'équipe de Charles Chaperon, qui a bien montré que seulement 11% des patientes avaient un gène commun sur l'endométriose. Il y a une énorme hétérogénéité génétique, et ça impose deux choses. La première, c'est que la dynamique de l'endométriose, donc son diagnostic, est extrêmement flou, extrêmement variable. Cette roue qui tourne va dépendre à la fois des facteurs, bien sûr, familiaux, des facteurs génétiques, environnementaux, et l'apparition de menstruation à l'extérieur de la cavité utérine, la réaction inflammatoire, la fibrose, l'autonomie des lésions avec la néoangiogénèse, l'angiogénèse, neurogénèse, qui est dépendeur de facteurs d'inflammation et des protéines, des métalloprotéases, et ainsi le développement des croissances, avec ce cercle qui n'est pas vertueux et qui est plutôt un cercle vicieux, peut être ralenti pendant quelques années, peut s'accélérer, mais même peut s'arrêter et provoquer simplement de la fibrose. Et tout simplement, cette impact biologique, cette dynamique biologique a un retentissement direct sur le diagnostic. Le maître mot de l'endométriose, un des symptômes les plus importants est la douleur. Alors c'est ce que j'ai appelé moi la neuroendo. C'est dans l'endométriose, il faut de plus en plus étudier la composante neurologique, à la fois sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de perception. L'appareil génital et l'anatomie pelvienne est une anatomie extrêmement complexe, que l'on connaît à peine finalement le réseau neurologique. C'est la neuropelvéologie qui est aujourd'hui développée, et dont je conseille l'apprentissage de cette anatomie, et qui explique bien des choses. D'autant plus que cette dernière publication asiatique montre réellement, et c'était connu, mais qu'il y a une vraie relation entre la douleur créée par l'endométriose et les interactions d'inflammation et du système nerveux autonome, qui va venir flouer le diagnostic de l'endométriose, car il ne va pas y avoir seulement apparition de douleur, mais également de signes parasympathiques, de signes sympathiques, qui de temps en temps sont au premier plan et renforcent la douleur plutôt au deuxième plan. La deuxième phase de perturbation, c'est la transmission. Lorsque la douleur sort du pelvis et va remonter tout le long de la moelle épinière, elle va diffuser dans toutes les phases du cerveau. Comme on le sait, l'homunculus, la zone de sensibilité du pelvis et de l'abdomen, est extrêmement faible si on le compare à la main ou au visage. Donc les patientes vont tendance à avoir une symptomatologie qui est plutôt générale, et en général on parle de mal au ventre. On ne parle pas de douleur à l'ovaire droit ou de douleur à la trompe gauche, mais globalement c'est le mal au ventre. Et lorsque c'est également associé à des troubles végétatifs, effectivement, il peut y avoir une vraie perturbation du message. Et enfin, le troisième, c'est l'interprétation. L'interprétation en fonction de la construction de notre cerveau, avec le cerveau qui est reptilien, donc qui va être dans la zone du réflexe le plus profond, le système limbique qui va lui plutôt traiter les émotions, qui va être plutôt la mémoire et l'apprentissage, et qui va solliciter la gestion plus ou moins de ces douleurs. Et enfin, le néocortex, qui est, lui, le cerveau qui permet de réaliser des projets, qui va se projeter. Et effectivement, cette douleur et ce qu'on appelle cette sensibilisation, qu'elle soit périphérique ou qu'elle soit centralisée, va vraiment venir perturber le signal de la symptomatologie et du diagnostic. Raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'ensemble, et on peut les stratifier, il y a de nombreuses études sur cela, mais j'ai pas voulu rentrer vraiment dans les détails, sur ces symptômes, à la fois ils sont multiples, mais ils sont surtout tabous. Et en général, la femme l'exprime 1 ou 2 fois, mais ne va pas l'exprimer vitam aeternam pour remonter le système et pour qu'on fasse un diagnostic de précision. Donc évidemment, ce sont
en premier lieu, se fixer sur les dysménorrhées et les dyspareunies en acceptant que forcément, ce ne sont pas des douleurs qui soient totalement normales, mais également le fait de les coder. Alors, l'échelle visuelle, analogique et visuelle est là pour ça, donc les coder de 1 à 10, mais également tous les autres signes qui sont également l'infertilité, les rectorragies, les hémorragies génitales, les troubles mictionnels, les troubles du transit, les douleurs périnéales chroniques. Et pour finir, cette zone qui vient et qui est dans l'interprétation cérébrale, qui sont les phénomènes de fatigue, de dépression et de catastrophisme douloureux. Seulement une patiente qui est dans cette situation-là, par attente du résultat et attente d'avoir un diagnostic précis, prennent souvent la première phase, ce qui peut-être et très probablement réduit le niveau d'attention du corps médical quant à l'interprétation des autres signes cliniques. Alors aujourd'hui, quel est le parcours de patiente en 2020 au travers le monde, d'après ce que l'on sait par rapport aux publications, c'est que globalement, les femmes, durant leurs règles, ont plutôt des douleurs. Qu'elles rencontrent un médecin, un deuxième médecin qui ne fait toujours pas de diagnostic, un X médecin, sans diagnostic et avec des traitements qui ne sont pas forcément adaptés, ou en tout cas dans l'explication du traitement, parce que lorsqu'on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe dans la maladie, qu'on a du mal à faire le diagnostic, on a du mal forcément à expliquer à quel traitement soit efficace. Donc il y a une persistance des douleurs en l'absence de diagnostic, jusqu'au jour où un médecin, souvent, pas forcément par un adressage d'un autre collègue ou d'une consoeur ou d'un confrère, mais un autre médecin qui a été rencontré soit via une autre patiente, soit sur un avis internet, etc. C'est ce qui se passe dans la vraie vie, fait le diagnostic d'endométriose et va séparer cette douleur chronique en endométriose et pas d'endométriose. Ce qui pose 3 gros problèmes de santé publique. Vous le savez, c'est le retard diagnostique, le parcours de soins et ensuite l'autogestion de ces patientes, et on en parlera en conclusion, qui n'ont pas d'endométriose ou pas encore, ou qui ont peut-être un terrain d'endométriose, mais qui globalement sont laissés en général à l'autogestion. Alors, quelles sont les solutions ? J'ai décidé, c'est pas parce que mon fils passe le première année cette année, de repartir sur le basique, sur ce qu'on nous a appris, parce que finalement, l'endométriose concerne 12% des femmes, c'est pas une maladie rare, et on voit qu'on a encore un énorme chemin à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on reprend ces basiques et qu'on revient sur le fonctionnement de base? On prend les antécédents, l'histoire de la maladie, la clinique, la paraclinique. Les antécédents aujourd'hui, avec cette publication majeure qui a été faite par l'équipe de Monsieur Chaperon dans Nature, reprend bien en fait l'histoire spécifique. Alors évidemment, quand on voit la liste, elle peut être elle est sans doute exhaustive, un petit peu longue, etc., mais qui permet de mieux identifier les patients, à la fois sur leur premier degré familial, sur leur naissance, sur l'histoire de leur adolescence. Est-ce qu'il y a eu des dysménorrhées intenses? Est-ce qu'il y a eu de l'absentéisme à l'école? Est-ce qu'il y a eu un traitement, un test thérapeutique qui a été effectué? Le phénotype aujourd'hui est connu, le caractère d'infertilité, les douleurs et les symptômes menstruels ou chroniques qui sont parallèles, qui sont les syndromes digestifs urinaires, le syndrome de fatigue, toutes les comorbidités. Et enfin, si la patiente a eu des accouchements, est-ce qu'il y a eu des accouchements pathologiques et des pathologies particulières dont on sait qu'à priori, lorsqu'on traite une endométriose, y compris de stade 4, les patients peuvent avoir une pathologie obstétricale complexe, mais a posteriori, on peut également se poser la question lorsqu'il y a une pathologie. Et l'histoire de la maladie, je dirais que sans examiner les patients, c'est le fondamental. Aujourd'hui, on peut avoir une timeline d'histoire de maladie globalement d'endométriose et tout dépend à quel moment vous allez rencontrer la patiente. Si vous la rencontrez au moment où globalement il y a des signes cliniques qui sont isolés, mais qui sont clairs, identifiés, verbalisés par la patiente, comme les dysménorrhées, en général c'est le premier signe, forcément les premières règles, l'absentéisme scolaire, le début des rapports qui sont douloureux, l'apparition de douleurs périnéales chroniques, de ménorragie, et ensuite l'entrée dans d'autres pathologies qui sont des pathologies associées, inflammatoires, et qui sont répercutés par le fait que ce diagnostic n'ayant pas été fait au bon moment, il va y avoir des troubles du transit, d'hypersensibilisation, de syndrome de fatigue, de dépression et de catastrophisme douloureux qui rend le dialogue beaucoup plus important. Alors,
qu'attendre de l'inspection de l'examen clinique? L'examen clinique, il reste fondamental. Ça se joue beaucoup à l'interrogatoire. Disons qu'à l'interrogatoire, nous pouvons avoir quasiment un diagnostic et nous allons y revenir sur l'algorithme. Mais l'inspection est fondamentale sur les cicatrices. Souvent, les patientes oublient de nous dire, et comme c'est souvent le cas, qu'elles ont été opérées plusieurs fois, donc ça donne l'occasion de regarder cela. Le spéculum est un très bon examen pour voir les nodules, évidemment, mais pour voir de la rétraction et pour voir s'il y a une bonne mobilisation cervicale. Et le toucher vaginal est bien sûr l'examen le plus important, même si c'est la période de l'entretien avec la patiente qui doit être le plus préparé par un petit discours de préparation, parce qu'il est forcément douloureux. La patiente consulte pour ça. L'examen du périnée est fondamental et c'est pas ce qu'on apprend au départ, mais le périnée en fait peut être source de tensions douloureuses sur les syndromes, sur les releveurs, donc les bucco-oxygènes, l'iliocoxygien. Ça peut être la mise en évidence d'un vrai syndrome myofacial, voire d'une cicatrice par rapport à une épisiotomie qui pourrait être porteuse d'endométriose. Mais cet examen périnal est très important parce qu'il est à la fois pronostic. Nous avons beau donner les meilleurs médicaments du monde ou les meilleures chirurgies du monde, si la patiente se présente avec un syndrome myofacial, elle restera avec des dyspareunies. Il est important de le certifier. C'est pas forcément un examen de diagnostic, mais c'est peut-être aussi un examen pronostic. Bien sûr, le nodule qui sont antérieur ou postérieur, le nodule du fornix avec la tension des utérosacrés, l'accollement d'un endométrium, très important car souvent des patientes sont adressées pour une chirurgie et en fait, il s'agit tout simplement d'un utérus rétroversé qui est peut-être porteur d'une petite adénomiose, mais c'est du grand classique et on décrit un nodule, on affole beaucoup les patientes. Et là, aujourd'hui, un examen vaginal sans avoir eu une palpation rétrocervicale n'est pas un examen vaginal correct pour juger d'une endométriose ou pas. La mobilité de l'utérus c'est très important puisqu'on parle d'adénomiose après. L'adénomiose, bien souvent, peut être isolée et on retrouve un utérus qui est mobile, douloureux, ce qui signe globalement une adénomiose isolée sans endométriose profonde. L'utérus, il faut apprécier bien sûr sa position, sa mobilité, la palpation abdominale qui est vraiment importante justement pour isoler l'endométriose pure de l'adénomiose pure. Là également, on en a parlé un petit peu sur la neuroendométriose. Il faut aussi également étudier la topographie des dermatomes pelviens, périnéaux et membres inférieurs. C'est important, notamment pour les patients qui ont des endométrioses profondes, pour faire à la fois un diagnostic, bien sûr, de l'endométriose, mais un diagnostic des implications de la racine des nerfs lombosacrés et sacrés. Et également un nouvel interrogatoire post-examen. Combien de fois on va être floué parce que la patiente ne décrit pas de dyspareunie durant l'interrogatoire et vous vous rendez compte que le nodule vaginal est en place, qu'il est très important et qu'il est quasiment intouchable tellement il est douloureux. Et là, vous posez la question à la patiente, mais vous m'aviez dit que vous n'aviez pas de dyspareunie. Et la réponse a été à plusieurs fois la même. Mais oui, docteur, ça fait 1 an que je n'ai plus de rapport, donc je ne peux pas avoir de douleur pendant les rapports parce que c'est impossible. Donc, cela, il faut vraiment le reprendre en post-examen. L'imagerie, l'échographie endovaginale de première intention, c'est un glissement de l'examen clinique qui est un grand aide. Alors, qui est fait soit par le gynécologue qui examine la patiente, qui peut être très important pour donner immédiatement un pronostic d'évaluation primaire sur cela, mais également un échographiste d'expert qui, lui, va nous donner à la fois des images statiques et dynamiques avec le glissement des tissus, l'étude des tissus, la vascularisation, et qu'il va y avoir pour l'échographie une pertinence particulière sur le diagnostic de l'adénomiose, sur le rapport tissulaire par rapport à l'endométriose profonde. Et quelque chose qu'on trouve de bien souvent, c'est le SOPK-like. C'est vraiment pas forcément un diagnostic d'SOPK évident, mais le fait de visualiser la structure ovarienne, qu'elle soit porteur d'endométriome ou pas, souvent est associé à une endométriose précoce ou des douleurs typiques d'endométriose. Enfin, l'IRM qui est non systématique, car en fait, elle doit être demandée sur une ordonnance et sur un détail de ce que l'on veut savoir. Elle est argumentée par la clinique. Par contre, elle a une vraie pertinence globale sur le diagnostic et qu'il y a des pièges. Ça peut rater une endométriose superficielle, on va le voir juste après, et également être moins détaillant sur l'adénomiose.
Alors, pour aider au diagnostic, globalement, l'idéal, c'est d'avoir bien sûr un algorithme. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un algorithme. D'abord parce que la perception des douleurs des femmes est différente dans le monde entier, mais globalement, ça a été détaillé dans le call to action dernièrement sur le fait de pouvoir séparer des douleurs cycliques par rapport à des douleurs chroniques, par rapport à l'histoire, de le compléter à l'examen et à l'imagerie, ce qu'on a essayé de démontrer. C'est ce qu'on a essayé également de faire sur notre application qui est Mayando App. C'est une application qui permet de faire un diagnostic avec une sensibilité et une spécificité de 84% et qui permet aux patientes ensuite d'organiser leur suivi médical par le simple fait de rentrer leurs données médicales à l'intérieur de l'application. Une application qui a été relativement bien téléchargée à l'international et qui a un seul but pour l'instant et un but réel, c'est de raccourcir le délai de diagnostic, car au bout de 15 questions, la patiente va être considérée soit comme risque faible, et à ce moment-là, le conseil qui suit les recommandations du Collège national, en fonction du diagnostic, va donner une orientation en fonction du thérapeute, donc généraliste, gynécologue, sage-femme, un examen gynécologique orienté, une échographie et pas d'examen de biologie. Lorsqu'on a un risque intermédiaire, c'est plutôt un gynécologue spécialiste, toujours un examen orienté évidemment, une échographie un peu poussée, voire une IRM pelvienne en fonction de l'échographie et des signes cliniques, et tout de suite un examen biologique pour la fertilité féminine, car c'est très important. Là, on s'éloigne un petit peu du diagnostic, mais ça permet à la patiente d'orienter les choses. Et enfin, quand on a un risque élevé, là, on rentre plutôt dans l'expertise, avec à la fois un gynécologue expert, échographie, IRM, des examens que vous connaissez beaucoup plus importants en termes de diagnostic et de pronostic sur la cavité pelvienne, et évidemment une étude sur la fertilité féminine. Alors, quelle est la place des derniers mots sur la cystoscopie diagnostique? En fait, aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire, mais également ça dépend des pays, parce qu'on se dit qu'il faut une vérification histologique. Pour rappel, l'endométriose, c'est une maladie bénigne, inflammatoire, et les faisceaux de présomption de diagnostic à l'interrogatoire et à l'examen clinique ne doivent pas nous pousser à réaliser une celluloscopie diagnostique, notamment lorsqu'on a aidé d'une imagerie contemporaine faite avec des experts médicaux. Il peut y avoir des exceptions, les exceptions de patients qui ont des tests diagnostiques qui soient positifs, une imagerie qui est négative et un test thérapeutique qui est négatif. À ce moment-là, il faut bien une orientation diagnostique un petit peu plus poussée. Et c'est dans ce cadre-là, et en tout cas pour ma part, et c'est à discuter, j'espère, à travers des questions et avec le modérateur, que l'on puisse discuter sur une éventuelle cystoscopie diagnostique. Donc en conclusion, je dirais, de façon un petit peu provocateur, que toute douleur pelvienne verbalisée chez une femme en âge de progrès est une endométriose jusqu'à preuve du contraire. C'est compliqué aujourd'hui d'accepter que les femmes ont encore 6 à 10 ans de diagnostic retardé dans une pathologie aussi complexe et potentiellement aussi grave pour ne pas considérer cette endométriose comme un problème de santé publique. Mais également pour les patientes infertiles, de nombreuses, moi qui ai les 2 diplômes, qui suis plutôt chirurgien évidemment, mais qui ai aussi un diplôme d'AMP obtenu ici d'ailleurs à Port-Royal, une patiente qui a une infertilité doit avoir un bilan minimum et un examen minimum, au moins clinique, un interrogatoire un peu poussé sur l'endométriose, parce que non seulement c'est le diagnostic, mais également, à ce que je sais, ça modifie la prise en charge en AMP. Il faut vraiment que le médecin intègre cette hétérogénéité de l'endométriose, qu'il faut pour moi peut-être séparer la notion de terrain endométriosique de la maladie. Car aujourd'hui, les médias ont bien diffusé, on est là pour aussi progresser et diffuser cette maladie. De nombreuses patientes aujourd'hui de façon un petit peu plus précoce. Et qu'est-ce qu'on leur dit quand l'interrogatoire est positif, mais l'examen clinique est légèrement douloureux et l'imagerie est négative? Et c'est là que ces patientes-là, il faut les faire entrer dans des cohortes, il faut les surveiller et certainement pas refaire l'erreur du passé et les rebousser d'un revers de main. Et en fait, ce qui nous aidera vraiment, et ce qu'on compte sur l'intelligence artificielle pour ça, c'est d'organiser le suivi à long terme pour améliorer les critères diagnostiques qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, sont encore relativement flous, relativement généraux. Et pour nous, je pense que c'est un travail que l'on doit fournir pour améliorer le diagnostic. Je vous remercie. Alors, il y a 2 questions, si tu permets. À partir de quel âge, en cas d'oligo-aménorrhée, peut-on penser à l'adénomiose? Surtout en fait, il pose la problématique du diagnostic chez l'adolescente
est-ce qu'il y a une spécificité? L'oligo-aménorrhée peut être relativement normal à cet âge. Je peux y répondre, mais je pense que c'est le sujet du topo juste après. Je pense que Louis Mercerin a probablement beaucoup plus de données à faire. Je dirais qu'aujourd'hui, je vais répondre par une autre question. C'est vrai que et c'est un peu la conclusion du topo, c'est qu'on voit certaines patientes de plus en plus tôt, car les patientes qui ont eu une endométriose ont eu des enfants, et donc c'est populaire depuis une vingtaine d'années. Donc on se trouve justement avec la naissance de cette époque-là, où on commençait à parler d'endométriose. Donc on a des filles d'entre 15 et 20 ans qui sont amenées par leur maman très inquiète, c'est souvent cette situation-là. Donc je pense que Louis va nous répondre, mais je pense que c'est à ce moment-là, il faut avoir un interrogatoire poussé, et lorsqu'on n'a pas de solution, de leur dire qu'il faut les revoir régulièrement pour ne serait-ce qu'apprécier la dynamique et l'évolution des douleurs. Et en fonction, faire des tests thérapeutiques, en tout cas, moi je pense qu'on est plutôt dans ce cadre-là. Parfait, merci. Et pour l'application, c'est une application qui est spécifique aux patientes, ou est-ce que les médecins que nous sommes pouvons s'en inspirer et essayer de faire un score? En fait, la question est, y a-t-il un score scientifiquement reconnu pour dire faible risque, haut risque d'endométriose? En fait, pour valider complètement ce score, il faut qu'il soit lié à un groupe contrôle très important et il soit admis dans la vraie vie. Et c'est un peu le but, en fait, c'est de recruter des patients qui vont avoir des scores plus ou moins importants et de récupérer les examens qu'il y a derrière pour modifier justement ce que je disais à la fin, c'est d'avoir un suivi à long terme pour améliorer ce score et pour pouvoir en faire quelque chose de absolument diffusable. Donc aujourd'hui, c'est entre le fait d'avoir un premier examen, un premier test digital, mais également qui va se modifier immédiatement dès qu'on rentre dedans, quoi, en fait. Donc pour l'instant, c'est une application purement patiente parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de patiente et le premier objectif, c'est de réduire le retard diagnostique. Parfait, merci, professeur Jean-Philippe Estrade. Professeur Santulli, si... Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On va continuer avec la deuxième présentation. La deuxième présentation sera assurée par le docteur Louis Marcelin, qui est MCUPH de le service de chirurgie gynécologique à l'hôpital Cochin à Port-Royal, qui a une casquette de chirurgie gynécologique, mais également avec une grande expertise en obstétrique. Et il va vous traiter d'un sujet qui est assez original, qui est celui de l'adénomiose, une maladie trop souvent négligée. Bonjour à tous. Je remercie Pietro de cette introduction. Je voudrais remercier le Dr Benaï Bouche également de sa participation à la modération de cette présentation, ainsi que les laboratoires Bezin pour me donner l'occasion de parler d'adénomiose aujourd'hui. Alors, c'est une maladie trop souvent négligée. C'est pas tant le fait que personne ne la connaît, parce que c'est un nom de pathologie utérine que tout le monde connaît. Tout le monde a entendu parler d'endométriose interne. Néanmoins, c'est plus son intégration dans la prise en charge globale des patients qui est un peu plus nébuleuse, et on va essayer d'aborder ces différentes questions au cours de ces 15 prochaines minutes. Alors l'adénomiose, bien effectivement, c'est l'invagination de cellules glandulaires endométriales dans le myomètre qui peut être expliquée par différentes processus physiopathologiques, avec cette invagination de proche en proche de l'endomètre vers le myomètre. Il y a également la théorie des cellules souches au sein du myomètre qui peuvent être à l'origine de foyers adénomyotiques au sein du myomètre. Et puis, il y a cette explication rétrograde, un peu comme dans l'endométriose, où les cellules endométriales refluent par les trompes et vont coloniser de dehors en dedans la paroi du myomètre. La physiopathologie même de l'adénomiose est quand même pas très bien expliquée. Néanmoins, il y a des similitudes très fortes avec l'endométriose et la participation de processus inflammatoires et de récepteurs hormonaux aux oestrogènes qui vont favoriser cette invagination endométriale au sein du myomètre par des processus de lésion et de cicatrisation à l'origine des différents foyers d'adénomiose dans le myomètre.
L'adénomiose, donc, c'est responsable de douleurs, de métrorragie et d'infertilité. Les mécanismes de l'infertilité dans l'adénomiose sont multiples et peuvent associer des problèmes d'endomètre ectopique qui est pathologique en cas d'adénomiose, des problématiques plutôt mécaniques avec une fonction tubaire altérée, une distorsion de la cavité utérine avec un péristatisme myométrial qui est perturbé, et puis bien sûr l'association de l'endométriose à cette pathologie qui peut être responsable de l'infertilité. C'est une maladie qui est très hétérogène avec différentes classifications qui ont été proposées et différentes formes, mais on retient globalement, en tout cas à Cochin pour l'instant, deux formes bien distinctes qui sont la forme diffuse d'adénomiose avec des critères diagnostiques que nous verrons tout à l'heure qui sont bien précis, et puis il y a la forme focale qui est plus un nodule d'adénomiose au sein du myomètre, beaucoup plus circoncis et qui ne touche pas l'intégralité de l'épaisseur myométriale. Alors, la physiopathologie de cette maladie, elle peut être expliquée pour l'adénomiose diffuse par une diffusion de dedans en dehors des cellules endométriales vers le myomètre et coloniser les cellules musculaires myométriales, alors que pour l'adénomiose focale, il s'agirait plutôt de processus similaires à l'endométriose profonde, où les cellules endométriales refluent par les trompes et viennent ensuite coloniser le myomètre de dehors en dedans. L'aspect clinique de l'adénomiose est assez variable. Alors déjà, il a été montré maintenant dans un travail récent qui a été fait au sein du service que l'adénomiose focalisée était une pathologie qui touchait plus facilement les patientes plus jeunes, alors que l'adénomiose diffuse était retrouvée chez des femmes qui avaient plutôt de l'ordre de plus de 35 ans. Donc, il y a vraiment une différence entre ces deux phénotypes d'adénomiose focalisée et diffuse, ne serait-ce que dans l'aspect anatomique, mais aussi dans le phénotype des patientes elles-mêmes. Lorsqu'on comparait ces deux pathologies, ces deux types de lésions d'adénomiose, on retrouvait que dans l'adénomiose diffuse, on retrouvait beaucoup plus de ménorrhagie et beaucoup plus de grossesse, alors que dans l'adénomiose focalisée, c'était des patientes qui avaient été beaucoup plus fréquemment opérées d'endométriose, d'endométriome et qui avaient des dysménorrhées plus importantes que dans l'adénomiose diffuse. L'adénomiose, c'est une pathologie fréquente qui touche les femmes jeunes, et ça, c'est un message, je pense, qui est fondamental, qui est lié au fait que même à l'échographie ou à l'IRM, on a retrouvé dans différentes séries, que ce soit des séries françaises ou italiennes, une prévalence de 30% chez les patients qui avaient des problèmes de métrorragie ou de douleurs pelviennes. Par ailleurs, ces problèmes de saignement utérin sont plus marqués dans les adénomioses diffuses que dans les femmes qui n'avaient pas d'adénomiose diffuse. Mais alors attention, il faut se méfier quand même que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et dans les métrorragies, il faut bien garder à l'esprit qu'il peut y avoir différentes causes autres que l'adénomiose, et que même s'il y a des métrorragies, il faut quand même rechercher les causes classiques de ces métrorragies, comme les polypes, les fibromes ou des pathologies cancéreuses, et puis toutes les causes non structurelles, non anatomiques, avec les coagulopathies, les pathologies hormonales ovariennes, les anomalies endométriales et puis les formes iatrogéniques liées à différents traitements qui peuvent être pris, notamment anticoagulants. L'adénomiose, donc en plus des douleurs et des métrorragies, elle est responsable d'infertilité, et il y a des données qui ont montré que les femmes qui ont de l'adénomiose sont plus sujettes aux fausses couches en relation avec des problématiques embryonnaires. Et que lorsqu'on regarde les populations de femmes prises en charge en PMA, eh bien les patientes qui ont de l'adénomiose sont plus sujettes à des taux de grossesse ou de naissance vivante bien inférieurs aux patients qui n'ont pas de l'adénomiose. Enfin, l'autre problématique de l'adénomiose, c'est un problème périnatal et obstétrical, et il a été montré maintenant dans des séries de patientes que l'adénomiose était fortement associée, notamment l'adénomiose diffuse, à des petits poids pour la gestationnelle en partie, et puis il y avait d'autres pathologies qui étaient aussi associées. Et puis, il y a cette problématique aussi de ces ruptures utérines qu'on peut retrouver chez les utérus sains, sans qu'on ait forcément la certitude que ce soit lié à l'adénomiose, mais on peut supposer que lorsqu'il arrive des événements comme ça dramatiques sur des patients qui n'ont pas d'antécédents chirurgicaux utérins, que l'adénomiose, qu'elle soit diffuse ou focalisée, puisse fragiliser l'utérus. Alors, le diagnostic de l'adénomiose, eh bien, il est fait à l'imagerie avec deux examens partenaires qui ne s'opposent pas, mais qui sont vraiment complémentaires, qui est l'échographie et l'IRM. Alors, pour l'adénomiose diffuse, à l'échographie, il y a différents critères qui ont été établis. C'est les critères MUSA qui font référence aux différents items qu'on recense quand on fait le diagnostic d'adénomiose diffuse. Et alors, je vous en montre quelques-uns, mais c'est notamment la symétrie antéro-postérieure entre le mur
myométriale postérieure et antérieure ou inversement. C'est cette asymétrie qui peut être qui est utilisée dans le diagnostic d'adénomyose diffuse, mais aussi cette vascularisation en peigne au Doppler couleur qui peut avoir cet aspect caractéristique strié perpendiculaire à l'axe de l'endomètre, mais qui est quand même pas très spécifique. Il y a également ces irrégularités de la zone de jonction qu'on peut retrouver notamment à l'échographie 3D avec soit un épaississement de la zone de jonction, soit une discontinuité et des interruptions de la zone de jonction. Il faut se méfier, il y a des pièges, notamment l'échographie qui est faite pendant les menstruations, où on peut retrouver des aspects de zone de jonction épaissie qui n'en sont pas, évidemment. À l'IRM, pareil, on s'intéresse aussi à la zone de jonction qu'on mesure ici sur cette coupe sagittale, avec la recherche de spots hyper intenses à l'IRM dans les séquences T1. Et puis, il peut y avoir des formes glandulocystiques avec des aspects hyper intenses, hétérogènes de l'ensemble de l'utérus. Mais globalement, les trois items qu'on retient à l'imagerie et à l'IRM sont cette zone de jonction supérieure à 12 mm qui est mesurée, la présence de spots hyper intenses, et puis un ratio entre la zone de jonction et l'épaisseur du myomètre de plus de 40%. Ce sont des items qui avaient déjà été évalués par l'équipe de Bazo il y a bien longtemps et qui ont montré que l'association de ces critères était une association qui permettait de porter le diagnostic d'adénomyose diffuse à l'IRM. L'adénomyose focalisée maintenant, c'est un peu plus difficile à identifier. Ce sont vraiment des plages hétérogènes au sein du myomètre qui sont souvent en regard de lésions plus profondes. Et c'est vraiment il faut vraiment une vraie expertise pour arriver à voir ces nodules d'adénomyose focalisés qu'il ne faut pas confondre avec des fibromes hétérogènes. Et donc, ça se retrouve dans un contexte particulier d'endométriose profonde généralement. Et vous voyez ici qu'à l'IRM, on voit l'adénomyose focalisée qui siège au sein, ici en avant du mur utérin, en regard d'une lésion vésicale d'un gros nodule de vessie. Et parallèlement, on retrouve ici en arrière un gros nodule d'adénomyose focalisée postérieure en regard d'un nodule digestif. Donc, les valeurs prédictives de ces deux examens, échographie et IRM, sont relativement bons. Et on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Ça dépend des études, ça dépend des données. Et à nouveau, je pense sincèrement que ce sont deux approches qui doivent être complémentaires dans le diagnostic d'adénomyose. Parlons du traitement et de la prise en charge globale de cette pathologie qui soulève bien des problèmes, à la fois liés à l'âge des patientes lorsqu'elles touchent des femmes jeunes, pose des problèmes de la prise en charge des symptômes, à la fois des douleurs, des saignements, mais aussi de l'infertilité. Et vous allez voir que cette prise en charge ne peut pas se faire sans l'intégrer à la problématique de l'association entre l'adénomiose et l'endométriose, puisque on a montré maintenant dans un travail qui avait été fait par M. Chaperon en 2017 que l'adénomiose diffuse ou focale était associée à de l'endométriose profonde, que ce soit des formes superficielles, ovariennes ou même des formes profondes, mais que quand même l'adénomiose focale était plus associée à l'adénomiose profonde dans cette série. D'autres données qui avaient montré que l'endométriose profonde était 3 fois plus associée à l'adénomiose et que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas négliger dans la prise en charge des patientes. Un travail récent que nous avons réalisé dernièrement qui a montré que la présence dans une série d'endométriose profonde, la présence d'adénomiose focalisée était associée à plus d'endométriome et à plus d'adénomiose profonde associée avec plus de lésions en nombre moyen et des lésions qui étaient plus multifocales. Et donc, on permet de conclure que cette adénomiose focalisée dans l'endométriose profonde était un marqueur de sévérité de l'adénomiose, de l'endométriose. Le problème, c'est que l'adénomiose, vous avez vu que lorsqu'elle était diffuse, elle était plutôt associée à des femmes qui étaient plus âgées, qui avaient des grossesses, et elle était associée à un vieillissement utérin dans les formes diffuses, bien qu'elle touche des femmes jeunes, mais qu'elle est aussi associée à l'endométriose, qui est une pathologie infertile. Et donc, la question qui se pose, c'est quel est le lien entre adénomiose et infertilité ? Eh bien que probablement ces problématiques étaient liées au phénotype de l'atteinte adénomiosique. Et donc, dans la prise en charge de l'adénomiose et de l'endométriose, on ne peut pas considérer la prise en charge séparée de l'endométriose ou de l'adénomiose sans se prémunir de la présence ou non de ces lésions et de l'association de ces deux lésions, que ce soit l'endométriose et l'adénomiose. Et donc, il faut absolument vérifier la présence d'endométriose associée dans la prise en charge de l'adénomiose pour décider de la meilleure option thérapeutique. Donc, si on pouvait faire cette analogie de la prise en charge et de l'anatomie pelvienne avec un système solaire,
on peut réutiliser le concept d'un terme qui est assez à la mode en ce moment, qui est celui de l'écosystème et de l'écosystème pelvien, et voire même on pourrait se poser la question d'un endosystème pelvien avec un utérus malade qui serait le soleil et puis les lésions d'endométriose qui seraient autour de cet organe pathologique. Et donc il y a différents moyens de prendre en charge l'adénomiose. Il y a bien sûr le traitement hormonal, le traitement chirurgical et l'assistance médicale à la procréation. Le traitement hormonal, c'est tout ce qui va permettre le blocage de la fonction ovarienne et limiter en soi l'inflammation au sein des différentes lésions ectopiques d'adénomiose. Et donc, que ce soit les pilules progestatives, les progestatives ou les analogues de la RHRH, eh bien, ce sont des traitements qui ont montré leur efficacité dans la prise en charge de l'adénomiose, mais qui ont cette particularité d'être contraceptifs et donc qui ne sont pas utilisables a priori dans les formes infertiles. La chirurgie, alors il y a très peu d'équipes qui font la chirurgie de l'adénomiose et c'est surtout des équipes japonaises qui pratiquent ces chirurgies assez particulières, qui sont assez hétérogènes, qui peuvent être des réductions partielles des lésions ou soit même des réductions complètes des lésions avec différentes techniques qui ont été montrées. Le problème, c'est que c'est une chirurgie qui est assez traumatique pour l'utérus, avec des pertes sanguines toujours très élevées, des risques de transfusion importants, mais surtout, dans l'idée qu'on traite ces patients pour améliorer la fertilité, eh bien, il y a les conséquences obstétricales ultérieures qui sont pas négligeables, avec un risque de rupture utérine qui est quand même non négligeable, puisqu'il est multiplié par 10 en moyenne, avec, lorsqu'il y a des ruptures utérines, un tiers d'hystérectomie avec des pertes sanguines catastrophiques. Donc, la chirurgie de l'endométriose, de l'adénomiose à visée conservatrice est quand même sujet à précaution. Et sinon, eh bien, dans les formes d'adénomiose douloureuse, le principe de faire une hystérectomie, c'est pas comme si on enlevait le soleil au milieu du système solaire. Eh bien, les différentes lésions d'endométriose restent bien sûr, et donc on ne peut pas considérer la chirurgie radicale de l'adénomiose sans considérer la présence de ces lésions d'endométriose associées. C'est très important, que ce soit dans les lésions antérieures, postérieures, mais il faut avoir cette vision globale de cet endosystème utérin dans les femmes qui sont porteuses d'adénomiose et d'endométriose associée. Enfin, la prise en charge en assistance médicale à la procréation, eh bien, il y a un travail qui a été fait par le professeur Santouli et le docteur Bourdon qui a montré que finalement, les patientes qui présentaient une infertilité dans l'adénomiose n'étaient pas vraiment les mêmes et qu'elles étaient surtout associées à l'adénomiose focalisée avec des infertilités qui étaient au-delà de 50%, alors que dans la forme diffuse isolée, elle n'est que de 20%. Alors, quelles peuvent être les différentes alternatives dans la prise en charge de la PMA? Sans rentrer dans les détails, ce qui a été montré, c'est que le blocage ovarien pouvait avoir un intérêt dans l'issue des grossesses prises en charge en AMP, et notamment ce modèle de souris qui a montré que lorsqu'on bloquait les souris avec des agonistes de la RHRH, eh bien les fœtus qui naissaient avaient un poids moyen qui était plus important que le groupe non traité dans un modèle d'adénomiose. Et on voit très bien ici que les données de la PMA dans la prise en charge des femmes qui ont l'adénomiose, les protocoles longs avec des blocages gonadotropes en amont étaient associés à plus de grossesses et d'accouchements vivants avec moins de fausses couches en AMP. Et là aussi, la question de la prise en charge des transferts frais versus transferts différés dans l'adénomiose a montré que lorsque on favorisait le transfert différé avec congélation de l'embryon et un transfert à distance de la stimulation dans les formes de femmes qui avaient l'adénomiose, il y avait plus de succès de grossesse. Donc pour conclure sur l'adénomiose, est-ce que c'est vraiment une maladie trop souvent négligée? C'est une maladie qui doit être prise en charge dans sa globalité, qui est une pathologie fréquente, qui touche également la femme jeune, et ça c'est un message très important, et que lorsqu'il y a une suspicion d'adénomiose devant les différents signes cliniques, il faut faire un bilan d'imagerie complet pour distinguer le phénotype diffus et focal, puisqu'on voit bien que ce sont deux maladies potentiellement différentes, et rechercher, notamment dans l'adénomiose focale, l'endométriose profonde associée. Que lorsqu'il y a un désir de grossesse, la chirurgie conservatrice est une alternative, mais qui est quand même peu utilisée en Europe, et c'est en fait principalement au Japon, et que dans la prise en charge en AMP, la question de donner des pré-traitements et des blocages ovariens avant la stimulation a montré un certain intérêt, et que le principe de tout congeler avant le transfert également avait montré un intérêt. Que
En cas de métrorragie, le traitement médical doit être bien sûr privilégié et qu'il y a soit les possibilités de faire de la chirurgie conservatrice ou radicale, toujours en considérant qu'il faut prendre en compte les lésions d'endométriose associées. Donc, si je me avançais à faire un algorithme dans la prise en charge de l'adénomiose, bien sûr, on ne va pas traiter les images, on va traiter les symptômes et il faut prendre en compte à la fois les douleurs, les saignements et l'infertilité qui vont faire suspecter une adénomiose chez les femmes et qui vont devoir imposer un bilan d'imagerie complet pour rechercher le phénotype, même chez la femme jeune. En cas de douleur et saignement, eh bien, le traitement médical doit être toujours privilégié en première intention et en cas d'échec et en cas d'absence de désir de grossesse, on pourra s'orienter vers des chirurgies non conservatrices. Lorsqu'il y a de l'infertilité, bien sûr, on va proposer des cycles de stimulation standards, mais lorsqu'on est dans une forme plus compliquée avec des douleurs, des saignements et de l'infertilité, lorsqu'il y a un désir de grossesse, eh bien, il y a peut-être un intérêt à bloquer les ovaires pendant 3 à 6 mois avant la prise en charge et utiliser la technique de la congélation des embryons avant transfert. Enfin, en cas d'échec et de fausse couche à répétition, la question de la chirurgie conservatrice pourra être posée, mais on sera dans des cas quand même assez particuliers. Je vous remercie pour votre attention. Merci Louis pour cet exposé très riche et instructif. J'ai eu plusieurs questions des participants. Alors, on n'est pas à l'avance, donc je vais demander 2 questions courtes. Alors, la première, c'est peut-on se passer de l'IRM pour établir le diagnostic d'adénomiose, entre guillemets, surtout dans le cas des pays moins développés? Oui, c'est sûr que quand on dit que les 2 examens sont complémentaires et doivent être utilisés dans le diagnostic, on fait abstraction du fait que nous sommes dans des pays riches où les prises en charge en IRM sont remboursées et que on prescrit ça comme si on prescrivait une numération. Voilà. Donc non, bien sûr que l'échographie est un élément clé dans le diagnostic d'adénomiose et qu'il faut être vigilant en fait à pas surdiagnostiquer les patientes, notamment les patientes jeunes, parce qu'il y a des critères d'échographie MIOSA qui sont quand même très détaillés et qui permettent de bien cibler les différents items qu'on recherche et de pouvoir porter le diagnostic. Mais il faut être vigilant en fait à pas surestimer la présence d'adénomiose, notamment chez les jeunes filles très jeunes. Merci Louis. Autre question, est-ce qu'il y a un problème vasculaire au niveau endométrial dans le cadre de l'adénomiose qui pourrait être responsable de la mauvaise nidation en cours de grossesse? Problème vasculaire, problème de nidation. Oui, alors je vais essayer de répondre assez rapidement, mais plus qu'un problème vasculaire, je dirais que c'est un problème de décidus et de décidualisation, et que dans l'endométriose comme dans l'adénomiose, il y a des pathologies endométriales, il y a une anomalie endométriale, et notamment des cellules qui vont contrôler l'implantation, ils vont contrôler la migration des cellules trophoblastiques qui vont aller, elles, coloniser les artères de l'endomètre pour ensuite faire les artères hélicines et mettre en place la placentation normale, et que plus que des problèmes vasculaires, ce sont des problèmes de contrôle de l'invasion du cytotrophoblaste extravilleux qui peut-être n'ira pas coloniser correctement les artères et qui ensuite sera pourvoyeur de pathologies utéroplacentaires à la fois dans l'implantation et dans le développement de la grossesse normale, et puis ensuite dans le développement des annexes et du placenta. Merci beaucoup Louis. Farid. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir d'introduire monsieur le professeur Charles Chaperon. Je crois que tout le monde connaît le professeur Charles Chaperon et tout le monde connaît ses compétences professionnelles dans l'endométriose. C'est un grand spécialiste, c'est le vice-président de la CEOUT, c'est le vice-président de la Société de chirurgie gynécologique pelvienne, mais aussi un ami de l'Algérie et quelqu'un qui est d'une générosité extraordinaire et des qualités humaines qui ont fait avancer vraiment nos relations avec toute l'équipe de Cochin finalement. Merci Monsieur Chaperon pour votre amitié et merci aussi de nous présenter toute cette nouveauté, le new paradigme comme vous le dites, surtout que chez nous, effectivement, la chirurgie a pris une certains chemins où on était très interventionniste, et depuis que M. Chaperon a introduit le new paradigme,
ça donne de plus en plus de bonnes indications de la chirurgie. Merci, Monsieur Charles Chaperon. Bonjour à tous. Merci, Farid, pour cette introduction très sympathique. Et sachez que cette amitié entre nos deux pays est tout à fait partagée. Et c'est avec plaisir donc que nous allons parler de notre approche, la prise en charge thérapeutique de l'endométriose. Et je remercie les laboratoires Bezin de nous offrir cette opportunité de passer ce moment tous ensemble. Alors, j'associe toute l'équipe qui est autour de moi, donc à Cochin, que ce soit pour la prise en charge médicale ou pour la recherche. Et vous avez bien conscience qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul. Et donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir autant de collaborateurs aussi brillants autour de moi. Donc, Jean-Philippe nous a bien expliqué qu'il fallait changer les choses et que le diagnostic ne devrait plus nécessiter le recours à la chirurgie. Mais malheureusement, souvent, la suspicion d'endométriose est synonyme d'une première chirurgie avec prescription de traitement médical post-opératoire, et l'histoire montre que les patientes sont opérées à plusieurs reprises et que si elles souhaitent avoir une grossesse et qu'elles n'y parviennent pas, la procréation médicalement assistée est proposée en fin de parcours. Et dans le but de modifier les qualités du diagnostic et de la prise en charge, on va réfléchir ensemble pour savoir si on ne peut pas, dans le but d'aider les patientes, modifier un petit peu ce diagramme. Alors, les traitements dont on dispose, c'est les traitements hormonaux, la chirurgie, la procréation médicalement assistée. Les traitements hormonaux dont vous nous permettent d'aborder le problème de la douleur pelvienne, des hémorragies et de l'infertilité. Et donc, avec les thérapeutiques hormonales, on va soulager les patients, traiter les hémorragies. La chirurgie a l'avantage de nous permettre de jouer sur les trois symptômes. Et la procréation médicalement assistée, bien évidemment, va nous permettre aux patientes d'obtenir des grossesses. Un des écueils de la chirurgie, vous le savez, c'est que ces interventions sont faites de façon répétitive et plus les patientes sont opérées, il s'avère que plus la sévérité de la maladie donc est importante, ce qui veut dire qu'en fait ces patientes sont mal bilantées, n'ont pas bénéficié de bons bilans radiologiques, ont eu des chirurgies donc incomplètes qui amènent à des chirurgies répétitives, dont une des conséquences également est l'impact notamment pour la chirurgie donc sur la réserve ovarienne, pour une diminution très significative du taux d'AMH, donc de la fertilité potentielle des patientes, ce qui est donc très vrai non seulement en cas de kystectomie unilatérale, mais encore plus en cas de kystectomie bilatérale. En matière d'infertilité, ce travail qui maintenant date d'une quinzaine d'années de Garcia Velasco a changé pour moi le raisonnement de l'endométriose. Il a montré qu'on pouvait parfaitement faire des procréations médicalement assistées sans opérer donc les patientes des endométriomes. On a avec Pietro et Chloé Ménien donc montré exactement la même chose, c'est-à-dire que vous voyez que les résultats pour les patientes qui ont des endométrioses profondes et qui n'ont pas de chirurgie ont des résultats en termes de PMA qui sont excellents avec 55% de grossesse. Et donc Chloé vient de soumettre donc un papier. Vous voyez une population très intéressante de femmes qui ont radiologiquement parlant une endométriose profonde, qui ont dans 73% des cas des endométriomes ovariens associés, dans 90% des cas une adénomiose. Et vous voyez qu'en faisant une procréation médicalement assistée sans opérer ces patientes, eh bien on obtient des taux cumulatifs de grossesse qui sont excellents. Et donc Chloé avait bien montré dans sa thèse de science que les deux paramètres qui affectaient de façon significative et négativement les résultats de la procréation médicalement assistée chez les femmes infertiles, c'était bien évidemment une mauvaise réserve ovarienne et le fait que les patientes aient été opérées antérieurement d'une endométriose ou d'un kyste endométriose, ce qui souligne indirectement qu'il vaut mieux faire la procréation médicalement assistée avant d'opérer les patientes dans certaines situations. Un grand changement qui était donc publié récemment par plusieurs sociétés donc internationales au Canada, aux États-Unis, l'ECHRE, la World Society en Grande-Bretagne, c'est la possibilité aujourd'hui, grâce à ce que vous expliquez le docteur Estrade, c'est-à-dire avec un bon interrogatoire, un bon examen clinique et une bonne imagerie, vous savez pertinemment que la patiente a une endométriose et on peut aujourd'hui, sans preuve histologique, débuter des traitements médicaux et aujourd'hui on a la chance que les génériques du Dynogest soient remboursés aujourd'hui en France, qui va changer la prise en charge de nos patients. Et ceci est excessivement donc important parce qu'une des premières
question à se poser dans la stratégie thérapeutique des patientes. Et vous voyez bien, comme l'a dit Louis, on ne peut pas dissocier l'endométriose de l'adénomiose. C'est une prise en charge globale de ces patientes. La première question donc à se poser en cas de patiente qui présente une endométriose et ou une adénomiose avec une douleur est de savoir si oui ou non il y a un désir de grossesse. Et s'il n'y a pas de désir de grossesse immédiat, je pense que le premier option thérapeutique doit être de tester les traitements donc médicaux. Évidemment, donc de première intention, on utilisera la pilule, les progestatifs ou les génériques du Dynogest. De deuxième intention, les analogues. Et si cette prise en charge thérapeutique fonctionne correctement, et on va surveiller donc les patientes en faisant des échographies, des interrogatoires et un examen clinique. On y reviendra, quelle est la place de la préservation de la fertilité. Si par contre ces traitements médicaux ne sont pas efficaces ou mal supportés ou contre-indiqués, se pose le problème de la chirurgie qui apporte de grands bénéfices sur le plan de la douleur et de la fertilité sous réserve qu'elle soit faite correctement par des praticiens expérimentés, que surtout ce soit une chirurgie qui soit complète pour éviter les récidives. Et puisque cette femme ne souhaite pas de grossesse immédiatement, on lui prescrira en post-opératoire un traitement médical pour éviter les récidives. Et je pense qu'en termes de véritable récidive après une chirurgie complète, il est préférable de chercher une deuxième option thérapeutique médicale plutôt que de faire des chirurgies répétitives. Si la patiente souhaite une grossesse, indépendamment du fait qu'elle soit douloureuse ou pas, il y a deux questions. La première, c'est faut-il faire une chirurgie ou une procréation médicalement assistée. Alors, vous avez un bénéfice et des inconvénients pour les deux options. Le grand bénéfice de la chirurgie, c'est qu'il va vous traiter donc la douleur et vous permettre d'obtenir des grossesses de façon satisfaisante. Ça peut, dans certains cas, être une chirurgie difficile, notamment dans la chirurgie d'endométriose profonde, et elle peut impacter la réserve ovarienne en cas de kystéctomie. La procréation médicalement assistée vous donne, sous réserve que vous travaillez dans une équipe, en collaboration avec une équipe qui a un bon laboratoire, vous allez avoir exactement les mêmes résultats qu'avec la chirurgie. Le seul problème de la procréation médicalement assistée, c'est qu'elle ne vous traitera pas la douleur. Par contre, on vient de voir avec nos travaux, ceux de Garcia Velasco, qu'on peut parfaitement faire la procréation médicalement assistée sans retirer les endométriomes et sans retirer les lésions d'endométriose profonde. La deuxième question, et pour moi c'est essentiel dans la stratégie, c'est de savoir si ce désir de grossesse il est immédiat ou s'il est différé. Ce qui est important de voir, c'est qu'après la chirurgie, les grossesses surviennent très rapidement dans l'année qui suit l'intervention. Et donc, ça avait été également montré par l'équipe de Somigliana, si les patientes diffèrent leur désir de grossesse et qu'elles le font, elles cherchent à être enceintes plus d'un an après l'intervention, vous voyez que les taux de grossesse sont significativement moins importants. Et ils ont également démontré que les résultats étaient significativement supérieurs après la première chirurgie et que finalement les chirurgies répétitives ne vous donnaient pas plus de chances de grossesse que la procréation médicalement assistée. Et quand on regarde les résultats de la procréation médicalement assistée, il y a plusieurs travaux qui vont dans la même direction et qui montrent qu'il faut que le délai entre la chirurgie et la procréation médicalement assistée ne soit pas trop important pour obtenir des chances de grossesse. Ce qui veut dire que pour choisir le moment de la chirurgie, eh bien le moment de la chirurgie, c'est pas finalement quand on fait le diagnostic de l'endométriose, mais c'est quand la patiente souhaite mettre en route une grossesse. Et le problème, c'est que dans nos sociétés actuelles, les patientes veulent être enceintes de plus en plus tard. En France, la première grossesse survient à 30-31 ans. Et que donc, si vous opérez immédiatement donc les patientes, eh bien, vous vous exposez à un risque de récidive important, à des chirurgies répétitives, avec tous les impacts péjoratifs, notamment sur la réserve ovarienne que l'on a cité précédemment. Et donc, peut-être qu'à l'avenir, il y aura des procédés, puisque vous avez un impact, la chirurgie doit être considérée comme un stress, et peut-être, notamment en Chine, notre ami Sunny Guo donc propose d'encadrer la chirurgie par des thérapeutiques médicales pour essayer donc d'éviter les récidives. C'est des travaux qui sont expérimentaux, qui méritent beaucoup d'intérêt et qui devront être testés ultérieurement chez les patients pour voir s'il y a un intérêt. Les Italiens ont montré très clairement que plus les patientes étaient opérées jeunes, eh bien plus le risque de récidive est important. C'est normal, il y aura plus de régurgitation après l'intervention. Et c'est surtout parce que ces patientes sont jeunes, eh bien on fait des chirurgies incomplètes et on ne prend pas en charge l'endométriose profonde. Il a été montré également que plus la patiente avait été opérée jeune, plus le risque de récidive donc était important. Que là aussi, vous voyez que quand vous opérez des patientes avant 30 ans, la période donc d'intervalle libre avant une chirurgie à 5 ans est de 40%, c'est-à-dire que 60% des patientes qui sont opérées avant 30 ans sont réopérées dans les 5 ans qui suivent l'intervention chirurgicale. Donc on doit bien
Je ne dis pas qu'il ne faut pas opérer les patientes, bien sûr qu'il faut les opérer, mais il faut bien choisir le meilleur moment pour les opérer. Et l'équipe de Felice Petraglia a bien montré que la qualité de vie était corrélée à l'âge de la chirurgie et que finalement, si on faisait la chirurgie plus tardivement, on avait un impact bénéfice sur la qualité de vie des patientes. Et ceci est tout à fait normal puisque c'est Brossens qui l'a publié dans l'American Journal. L'endométriose est une maladie parce que vous avez des menstruations, c'est une pathologie de l'endomètre et à moins de faire, comme l'a dit Louis, une hystérectomie, même si vous êtes le meilleur chirurgien du monde, si vous enlevez correctement vos kystes, vos nodules dans la vessie, dans le rectum, vous allez laisser en place la cause de la maladie parce que la cause de la maladie, c'est l'endomètre, c'est l'utérus. Donc toute chirurgie sans hystérectomie est par définition une chirurgie qui ne traite pas la maladie sur le plan physiopathologique. Alors on a dit qu'il faut les opérer parce que c'est des maladies qui sont progressives. Personne n'a jamais démontré que la maladie était progressive sur le plan véritable. Il y a un travail récent qui a été publié par une équipe au contraire très chirurgicale qui démontre qu'effectivement, dans 30% des cas, il y a une progression de la maladie. Moi, j'interprète les résultats sur l'autre versant. Ça veut dire que dans 70% des cas, il n'y a pas de progression. Et dans ce travail, ils ont très clairement montré que si effectivement vous pouviez avoir une progression dans 30% des cas, si vous prescriviez un traitement médical qui entraînait donc une aménorrhée, c'est une équipe éminemment chirurgicale. Elle écrit, elle publie très clairement qu'il n'y a pas de progression de la maladie. Donc je pense que c'est un faux argument de prendre le prétexte de la progression de la maladie pour poser l'indication de la chirurgie. Ce qui est certain, je suis totalement d'accord avec Sun Guo en Chine, qui dit qu'il y a une progression sur le plan histologique, avec une évolution progressive vers la fibrose, ce qui peut expliquer qu'à long terme, les traitements médicaux peuvent être moins efficaces, mais il n'y a pas de progression chronologique avec une augmentation des nodules tous les ans d'1 centimètre, c'est complètement faux. Donc, le problème aujourd'hui auquel il faut réfléchir, c'est de savoir planifier le meilleur moment pour faire l'intervention chirurgicale. Et idéalement, cette chirurgie devrait être faite le moins souvent possible dans la vie de la patiente, puisque ça ne traite pas la cause de la maladie, et donc on devrait la faire idéalement une seule fois. Et comment est-ce qu'on peut planifier ce moment? Eh bien, en utilisant le traitement médical, non pas pour 3 ou 4 mois, mais le traitement médical de première intention si la patiente ne souhaite pas une grossesse, de façon à pouvoir attendre et planifier le moment de la chirurgie. Donc, si vous avez une patiente qui présente l'absence de désir immédiat de grossesse, eh bien, je pense que le traitement en première intention et le traitement médical hormonal pour entraîner donc une aménorrhée, parce que si vous l'opérez de première intention de façon systématique et que vous êtes un bon médecin, après la chirurgie, vous allez systématiquement lui donner un traitement médical. Donc finalement, d'emblée, de parti pris, vous donnez à la patiente un double traitement, c'est la double paix. Si la patiente veut être enceinte avec ou sans infertilité, le problème est de choisir entre la chirurgie et la procréation médicalement assistée. Et on a été éduqués pendant nos études à savoir que ces patientes devaient être opérées et avoir secondairement une procréation médicalement assistée. Je pense qu'à l'avenir, il y a un groupe de patientes pour lesquels il sera préférable de faire la procréation médicalement assistée avant la chirurgie. On avait montré donc avec Pietro et Bruno Borghese dans le Lancet que le critère essentiel peut-être pour décider était la réserve ovarienne, qui est très simple à évaluer avec une prise de sang et le comptage hormonal et les dosages hormonaux. Si vous avez une diminution de la réserve ovarienne, il n'y a pas de place à la chirurgie et vous devez faire la procréation médicalement assistée en urgence. Donc la réserve ovarienne, pour nous, est le critère essentiel. Deuxièmement, ces femmes, elles n'ont pas de cancer, elles ont des projets de vie qui peuvent être différents, donc l'opinion, la prise en charge de la patiente est pour nous le deuxième critère à prendre en charge. Ensuite, vous tiendrez compte de l'âge, de la durée de l'infertilité, des facteurs associés, de savoir si elle a été opérée ou non, est-ce qu'il y a une douleur, est-ce qu'il y a une endométriome et est-ce qu'il y a une adénomiose. Et on va réserver la chirurgie aux femmes qui auront une bonne réserve ovarienne, qui acceptent d'être opérées, qui sont jeunes, qui cherchent un bébé depuis pas très longtemps, qui n'ont jamais été opérées, qui ont mal, et idéalement sans endométriome et sans adénomiome. Par contre, si les patientes ont une réserve ovarienne qui commence à diminuer ou si elles sont âgées, si elles refusent la chirurgie, si elles cherchent à être enceintes depuis longtemps, qu'elles ont déjà été opérées, qu'elles ont de l'endométriose et peu ou pas de douleur, je pense qu'il vaut mieux leur proposer une procréation médicalement assistée et envisager la chirurgie ultérieurement. Donc pour résumer tout ça, il faut être convaincu d'une chose, c'est que l'endométriose, c'est une pathologie de l'endomètre. Ça a été montré dans multiples études que l'endomètre de ces patientes est différent et que c'est cet endomètre qui est responsable de la maladie.
Donc l'approche globale, c'est de prendre en compte l'endomètre de la patiente. Et cet endomètre, il explique les problèmes au niveau de la période néonatale, il va expliquer les problèmes au niveau de la puberté, il va expliquer donc tous les problèmes auxquels les gynécologues se concentrent, c'est-à-dire la douleur et l'infertilité, mais on a également tous les problèmes obstétricaux dont a parlé Louis, toutes les comorbidités, les relations avec certains cancers et également une ménopause qui sera prise en charge de façon spécifique. Donc, quand on reprend la première diapositive où on faisait donc une endométriose qui entraînait immédiatement une chirurgie, eh bien, on peut proposer d'autres options thérapeutiques. On peut par exemple proposer de faire, comme l'a dit le docteur Estrade, un diagnostic non chirurgical. C'est-à-dire qu'on fait un diagnostic sur l'interrogatoire et sur la radiologie. La femme ne veut pas être enceinte, on lui prescrit un traitement médical et la question clé, c'est de savoir quand est-ce qu'elle veut être enceinte. Quand elle veut être enceinte, on arrête ce traitement médical, soit elle est enceinte spontanément, soit on va lui faire une chirurgie si elle répond aux critères qu'on vient de donner, et elle aura la procréation médicalement assistée en cas d'échec de la chirurgie. Mais vous voyez qu'elle a la procréation médicalement assistée beaucoup plus jeune, et elle a simplement la procréation médicalement assistée après une seule chirurgie. Vous avez une autre option thérapeutique qui peut être très intéressante, notamment chez les femmes qui ont des endométrioses profondes, qui nécessitent des chirurgies lourdes au niveau vésical ou au niveau donc digestif. Vous faites le diagnostic, vous leur prescrivez un traitement médical, elles veulent être enceintes, mais elles ne veulent pas de résection digestive. Et le traitement médical est efficace. Eh bien, vous leur faites une FIV, 50% d'entre elles sont enceintes et vous recommencerez le traitement médical. Et la troisième option, c'est celle que vous a proposée Louis, c'est-à-dire un diagnostic non médical, non chirurgical, pardon. Vous faites le traitement médical et ces patientes, en fait, elles ont une adénomiose excessivement importante. Donc, opérer d'emblée ces femmes qui ont une adénomiose, ça veut dire faire un traitement incomplet. Vous allez faire des résections intestinales, des chirurgies lourdes qui vont entraîner des complications et vous allez laisser un utérus en place qui va entraîner des douleurs, qui va entraîner des hémorragies et qui va donc exposer à une chirurgie itérative après. Donc, il faut, chez ces patientes, je pense, faire une procréation médicalement assistée en faisant, comme il vous l'a dit, des protocoles longs et des transferts différés, programmer ensuite un traitement médical et à la fin du cursus, ces femmes, elles en ont assez aussi de prendre des traitements médicaux et vous ferez une chirurgie complète, non seulement de l'endométriose profonde, mais également de l'adénomiose en réalisant une hystérectomie. Et dans le management moderne, il y a aussi une question qu'il faut se poser de façon excessivement claire, c'est les possibilités de la préservation de la fertilité. Et on ne peut pas prendre en charge ces patientes qui ont une endométriose et ou une adénomiose sans se poser cette question. Et avec Mathilde et Pietro, on est en train d'analyser nos résultats sur, vous voyez, un nombre important de patients, 250 patients qui ont bénéficié d'une préservation de la fertilité. Et les résultats, ils sont très, très clairs. Vous voyez que c'est les patientes qui ont déjà été opérées de l'endométriose qui ont le moins bon rendement de la préservation de la fertilité. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de la préservation de la fertilité au début de la prise en charge du management de ces patients et pas après la chirurgie parce que vous recueillerez moins d'ovocytes parce que vous avez altéré la réserve ovarienne avec la chirurgie. Donc, dans les diagrammes qu'on vous a présentés dans l'article de Nature, il faut les modifier. Vous voyez, donc, la durée des résultats est courte. Et donc, il faut, quand vous faites le diagnostic de cette endométriose, on peut envisager la préservation de la fertilité de deux façons. Ce qu'on a appelé la préservation de la fertilité donc immédiate. Vous diagnostiquez l'endométriose, vous faites une préservation de la fertilité parce que vous allez avoir une patiente qui, par exemple, va être opérée d'endométriome, donc ovarien, et qui doit avoir une chirurgie. Donc, vous l'opérez, et vous pensez que la chirurgie va altérer la réserve ovarienne. Eh bien, si elle est enceinte, si elle n'est pas enceinte après la chirurgie, vous allez faire la procréation médicalement assistée avec des ovocytes qui auraient été préservés avant la chirurgie. Et l'autre option, c'est la préservation de la fertilité à long terme. Vous diagnostiquez votre endométriose, la patiente ne veut pas être enceinte, vous faites quand même la préservation de la fertilité, vous lui prescrivez le traitement médical, et quand elle veut être enceinte, eh bien, c'est les deux protocoles qu'on vous a proposés précédemment. Mais si vous faites la procréation médicalement assistée avant ou après la chirurgie, eh bien, vous allez la faire avec une patiente qui n'aura jamais été opérée, donc avec des ovocytes et une réserve ovarienne qui n'auront pas été altérés. Et si vous faites cette préservation de la fertilité après l'avoir opérée une ou deux fois, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, la prise en charge moderne de l'endométriose, c'est une révolution dans le diagnostic. C'est-à-dire que c'est une collaboration entre les gynécologues
et les radiologues. C'est impossible de prendre en charge et de diagnostiquer correctement l'endométriose et l'adénomiose si vous ne travaillez pas correctement avec des radiologues. Et le traitement, c'est pas simplement un traitement donc isolé, c'est une prise en charge multidisciplinaire sur le plan chirurgical. Vous avez vu que la place au traitement médical était excessivement donc importante. Et aujourd'hui, la procréation médicalement assistée est au centre des décisions et on ne peut plus parler de préservation médicalement assistée sans y intégrer la préservation de la fertilité. Et vous avez également tous les traitements donc associés dont peut bénéficier la patiente. Et le traitement moderne de la patiente, c'est aussi le suivi de ces patients, puisque le problème, c'est de la vie endométriosique de ces patients. Il faut les suivre sur le plan de l'endométriose, avec les gynécologues, les radiologues pour la réserve ovarienne, mais le laboratoire pour les dosages hormonaux, mais également toutes les maladies associées et toutes les comorbidités. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive dans les années à venir à créer des centres d'excellence et les endométrioses correctement gérées ne seront plus gérées par les seuls gynécologues, mais par une équipe multidisciplinaire au sens large. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc, comme beaucoup de congrès cette année, celui de la CEUD à Stockholm a été obligé d'être annulé à cause donc, du Covid. Et on vous invitera, grâce à toute la technique et toute l'équipe de Benjamin Richier, à vous connecter entre le 3 et le 6 novembre pour vous proposer donc un congrès digital virtuel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Chaperon. Il y a beaucoup de questions, mais c'est surtout l'adénomiose qui attire l'attention. Et je vous pose la première qui émane de mon ami le professeur Mouchtor, qui ne m'étonne pas, que vous connaissez parce qu'il est très chargé de l'adénomiose comme les Japonais. Et je vous pose la question, qui vous dit que le succès de la FIV dans les Japonais sont souvent secondaires à la chirurgie. Est-ce qu'il n'y aurait pas une place, même si la chirurgie paraît être difficile, à cette chirurgie en cas d'échec de FIV, par exemple, ou en cas de difficulté à concevoir autrement? Non, c'est une excellente et difficile question à laquelle Louis a partiellement répondu. Et d'ailleurs, donc, les Japonais donc, vont un petit peu dans cette direction-là, c'est-à-dire que les grossesses qui sont obtenues après la chirurgie compliquée de l'adénomiose diffuse sont obtenues à 90% après une nouvelle procréation médicalement assistée. Donc, je pense que la stratégie première, c'est de faire une procréation médicalement assistée avec les protocoles que vous a présentés Louis, et ce d'autant plus que la chirurgie a aussi un impact obstétrical qui est important. Et dans les cas où vous n'allez pas obtenir donc de grossesse, à ce moment-là, on peut discuter en prévenant la patiente quand même de la difficulté de l'intervention, du risque hémorragique, du risque de rupture, de faire une chirurgie en lui disant très honnêtement que 90% des grossesses après la chirurgie seront obtenues avec une nouvelle procréation médicalement assistée. Parfait. Alors, il y a des confrères qui posent la question sur la conduite à tenir de l'adénomiose, des fausses couches à répétition en rapport avec l'adénomiose. On a parlé de la stérilité, l'infertilité et des saignements, mais pas des fausses couches. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc Louis a bien montré qu'il y avait un impact de l'adénomiose sur les fausses couches à répétition, sur les fausses couches des patients. Je ne sais pas s'il y a une différence entre le phénotype de l'adénomiose, c'est-à-dire diffuse ou focalisé sur les fausses couches. Je serais très très prudent avant d'opérer une patiente pour fausse couche à répétition qui présente donc de l'adénomiose. J'aurais plutôt tendance à lui prescrire un traitement long par les analogues pendant 6 mois et d'essayer donc de refaire donc une grossesse ou une procréation médicalement assistée. Je ne sais pas si Louis a une approche différente, mais je pense que la place de la chirurgie en cas de fausse couche est, à mon avis, quand même très, très, très limité. Oui, c'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, monsieur, c'est que c'est compliqué de proposer une chirurgie avec un risque potentiellement de synéchie ou des risques de complications péropératoires, voire même d'hystérectomie. C'est une femme qui cherche à concevoir et on sait quand même que le blocage gonadotrope, le blocage ovarien, va permettre de réduire à la fois l'inflammation, la taille des lésions d'adénomiose et que je pense que c'est vraiment une des seules options qu'on a dans ce contexte, à mon avis. Oui, une question à Jean-Philippe Estrade. Est-ce qu'on peut indiquer un scanner pour le diagnostic d'endométriose profonde, puisque c'est déjà une indication pour les nodules carcinologiques en cas de cancer de l'ovaire?
Si on n'a que le scanner, oui, c'est possible, mais c'est vraiment pas discriminant, quoi. La problématique du scanner, même s'ils sont en multibarrette, hyper perfectionnés, etc., ça va nous donner des indications sur le haut appareil pelvien, sur le sigmoïde, sur une lésion qui est souvent sous-estimée, qui est la lésion céliléo-cécale, hein, qui peut être concerner 25% des patientes atteintes d'endométriose recto-vaginale importante, parce qu'on peut aussi faire du contraste, l'entéroscanner, etc. Mais globalement, le scanner dans la région pelvienne, malheureusement, vraiment pas très discriminante, quoi. Je pense que l'écho, à ce moment-là, pour ma part, il y a beaucoup d'Italiens qui l'ont démontré, mais ici aussi en France et à Paris. Mais l'échographie endovaginale, à ce moment-là, donne une description beaucoup plus fidèle, à mon avis, de la région. Parfait. Et ça nous arrive souvent de faire le diagnostic d'une adénomiose à l'échographie, de plus en plus d'ailleurs, depuis qu'on sait que pratiquement 30% de la population a une adénomiose, la population jeune. Quelle est la conduite à tenir comment se comporter face à un diagnostic échographique d'adénomiose? Doit-on traiter? Doit-on l'annoncer? Doit-on rassurer quant à la fertilité, par exemple? Oui, alors ça c'est une très bonne question, hein. C'est l'éternelle question du diagnostic à l'imagerie, fortuit, de choses qu'on découvre au cours d'un examen qui n'était pas forcément indiqué, et on voit un épaississement de la zone de jonction ou des signes directs ou indirects d'adénomiose focalisée. La question, à mon sens, chez les adolescentes et les jeunes femmes, c'est de traiter le symptôme, et il paraît pas légitime d'envisager de faire des projections sur les chances de grossesse, sur les problèmes de fertilité à 16, 17, 18 ans chez une jeune fille qui n'a pas vraiment de symptômes. Après, si elle se plaint de symptômes, alors à mon avis, et ça c'est mon point de vue, mais on peut en discuter, le traitement médical doit toujours être privilégié, parce que le traitement chirurgical dans ce contexte est quand même extrêmement délabrant, et c'est compliqué d'aller opérer des jeunes filles adolescentes, en fait. Donc il faut, à mon avis, être le moins interventionniste possible dans cette population-là, parce que, elles n'ont pas fait la preuve de leur infertilité, et deux, les traitements médicaux marchent très bien sur les douleurs et les métrorragies. Très bien, merci. Alors, il y a d'autres questions sur l'endométriome, beaucoup de questions sur l'endométriome aussi. Et parce que très souvent, on opérait beaucoup les endométriomes. Et là, M. Chaperon vient de nous dire qu'il ne faut pas les opérer. Mais, par exemple, on tombe sur une erreur diagnostique au moment de l'intervention, au niveau de la célioscopie, un kyste de 10 cm, qui était symptomatique, douloureux, et qui finalement était de 2 gros endométriomes. Que faites-vous en préopératoire? Ce qu'il faut faire, c'est de tout faire pour ne pas être dans cette situation. C'est-à-dire que il faut justement avoir un bilan radiologique qui est digne de ce nom, et si on a un bilan radiologique correct, on passe pas à côté de volumineuses endométriomes. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est un travail qu'on avait fait avec Pietro. On a très clairement montré qu'un endométriome douloureux, dans une très très grande majorité des cas, c'était synonyme d'endométriose profonde douloureuse, parce que l'endométriome, comme les gros kystes de l'ovaire, ne sont pas douloureux. Donc, si vous avez un endométriome douloureux, ça veut dire qu'une endométriose profonde. Donc, ça doit vous inciter non seulement à être prudent, parce que si cette femme a des endométriomes bilatéraux, le risque de la chirurgie, c'est quand même 60% de diminution de la réserve ovarienne. Et en plus de ça, si vous faites une chirurgie incomplète, elle va continuer à avoir mal parce qu'elle aura toujours ses nodules, digestifs ou dans le vagin. Et je crois que ce qui va changer là, et c'est là où on va avoir, à mon avis, une grosse possibilité de gérer ces patientes différemment. C'est ce sur quoi on est en train donc de réfléchir en ce moment. C'est que peut-être on va pas revenir à opérer les endométriomes, mais on va leur faire une préservation de la fertilité avant. Et à ce moment-là, les dés seront complètement différents. C'est-à-dire que c'est pas du tout pareil d'opérer une femme de 2 endométriomes alors que vous n'avez pas de réserve pour sa fertilité ultérieure, que de prendre en charge les endométriomes ovariens si vous avez réussi à vitrifier 25 ou 30 ovocytes. Donc je pense qu'il va falloir, dans notre stratégie, dans notre raisonnement, adresser ces patients dans des centres vraiment spécialisés, parce que je pense qu'une femme qui a des endométriomes ovariens bilatéraux,
elle n'a pas le droit en 2020 d'être opérée sans qu'on lui ait parlé, posé la question de la préservation de la fertilité si elle souhaite en bénéficier. Parfait. Est-ce que la chirurgie de l'endométriose profonde, digestive notamment, avec des AMH basses, peuvent augmenter les résultats de la PMA? Ça veut dire que la question, c'est donc opérer une patiente avec des échecs de PMA. Je crois que si on a pris l'option, il y a 2-3 papiers dans la littérature qui montrent qu'effectivement, l'option première a été celle de la procréation médicalement assistée, ça n'a pas marché. Il y a une étude en Israël, une étude aux États-Unis qui ont montré qu'en réopérant ces patientes, et c'est quelques cas, on pouvait obtenir des grossesses, mais là aussi, le plus souvent, procréation médicalement assistée. Non, mais en fait, la question, est-ce que la chirurgie de l'endométriose profonde a amélioré les résultats de la PMA? Non. Alors, quelle est la place de l'ESMIA dans l'endométriose et surtout dans l'adénomiose hémorragique? L'ESMIA, c'est le problème, c'est que là, on est beaucoup plus limité puisque je ne sais pas quelles sont les consignes qui vous sont données donc en Algérie, mais nous, donc en France, pour le moment, donc de façon temporaire, le médicament a été retiré. Est-ce que les endométriums changent-ils d'aspect et de taille après un blocage ovarien de 3 à 6 mois? Et est-ce qu'on peut prolonger ce blocage au-delà? Si, vous avez. Je crois que c'est pas le. Enfin, je pense qu'il ne faut pas prescrire le traitement dans cet objectif-là. Par contre, que ce soit avec les analogues, je pense à un papier, je crois que c'est un auteur asiatique qui s'appelle Lee, et puis il y a les papiers, je crois, d'Osuga et de Harada au Japon, qui ont montré avec le Dynogest aussi que vous pouvez obtenir une diminution du volume des endométriaux. Je sais pas, c'était des résultats donc, qui ont été présentés, oui, dans quelques papiers. Il n'y a pas beaucoup de données là-dessus. Oui, il y a des résultats similaires sur l'adénomiose, où il y a des papiers qui ont montré que le traitement par les agonistes diminuait le volume utérin, et donc dans le même registre que l'endométriose, l'adénomiose est réceptive à ce genre de blocage également. Oui, et là, une question d'un FIViste, est-ce qu'on peut utiliser, c'est plutôt pour Pietro, là, est-ce qu'on peut utiliser Visanne en préparation avant un transfert péril? En fait, justement, à cause probablement de la marcation de Visanne, son expérience en AMP n'a pas été très étudiée. Il y a peu d'études, il y a 2-3 études qui évaluent le Dynogest avant AMP et les résultats sont discordants. Certaines sont plutôt favorables, d'autres le sont moins. Je crois que dans notre pratique quotidienne, quand on ne fait pas de transfert embryonnaire tout de suite, en règle générale, on arrête le Dynogest. Une semaine après, on démarre la stimulation et on ne fait pas de transfert embryonnaire. Quand il y a un transfert embryonnaire qui suit la stimulation, je ne sais pas, peut-être par excès de précaution, on peut envisager 3 à 4 semaines de washout, ça veut dire Dynogest, switch avec un estroprogestatif et puis stimulation transfert. Mais il n'y a pas de données pour le moment. Il est probable que dans les années à venir, on en aura plus, surtout grâce à la mise sur le marché de génériques qui vont peut-être augmenter l'utilisation de ces médicaments et donc l'expérience en AMP. Mais il n'y a aucune donnée inquiétante à l'heure actuelle. Parfait, je crois qu'on va conclure, Pietro. Oui, alors merci à tous les orateurs pour leur remarquable présentation. Alors, je me suis permis de faire un mini résumé des messages qui me paraissent les plus importants. La première présentation, Jean-Philippe Lestrade, avec des messages très importants, maladie complexe, l'endométriose est une maladie complexe, le délai est extrêmement long encore aujourd'hui pour faire le diagnostic. C'est pourtant une maladie multisymptôme et que le processus diagnostique démarre avec l'histoire de la maladie, l'interrogatoire, c'est l'interrogatoire qui nous fait rentrer dans la maladie et a priori, pas de place pour une chirurgie diagnostique.
La deuxième présentation de Tom Marcellin, l'adénomiose. Alors, c'est surtout l'imagerie, échographie et IRM. Essayez d'être le plus exigeant possible avec vos radiologues. Demandez qu'on précise s'il existe une adénomiose et demandez surtout quel est le phénotype de l'adénomiose. Pourquoi? Parce que ça va aider les patientes. Ça va aider les patientes parce que le traitement chirurgical ne sera pas le même quand il y a une adénomiose et quand il n'y a pas d'adénomiose, et le traitement en assistance médicale à la procréation ne sera pas le même quand il y a une adénomiose ou pas d'adénomiose. Donc, soyez exigeants, demandez à votre radiologue de faire le diagnostic de l'endométriose. Et puis, la présentation du professeur Chaperon, c'est un vrai changement de prise en charge de l'endométriose, un nouvel paradigme qui est centré sur la vie des femmes, avec plus d'espace pour le traitement médical, plus d'espace pour le traitement médical au long cours, que ce soit des estroprogestatifs ou des progestatifs, et une chirurgie ciblée au bon moment. Le professeur Chaperon a clairement dit, c'est surtout quand les patientes souhaitent avoir un bébé, le bon moment, en gardant dans la tête une réflexion sur l'intérêt de la préservation de la fertilité au cas par cas, surtout avant la chirurgie. Et enfin, il y a une véritable prise de conscience sur l'impact de l'endométriose sur toute la vie des femmes, donc avec les différentes comorbidités, et donc la nécessité d'une prise en charge parfois dans des centres d'excellence qui ne sont pas des centres uniquement des centres de spécialité chirurgicale, mais des centres qui sont capables de s'adapter à tous les différents volets des comorbidités des patientes qui ont une endométriose. C'était mes messages qui me semblaient les plus forts après ces brillants exposés. Je remercie encore une fois les laboratoires Bézin et tous les spectateurs et M. Benabouche. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci au professeur Chaperon, merci au professeur Jean-Philippe Estrade, merci au docteur Marcellin, merci au professeur Pietro Santulli, merci à vous, merci à l'équipe de Bezin Algérie qui ne ménage aucun effort pour faire avancer la formation médicale continue. Merci à Bezin, merci à vous tous et à très bientôt.